Sylvain Taillet, vous êtes responsable de la direction artistique d'Universal. Vous êtes venu comme chaque année depuis plus de 20 ans, je crois. Pas plus, mais au moins 19 ans, je pense. Au moins 19 ans au Transmusical. Alors, première question, est-ce un bon millésime? Alors, bon, moi je devais voir que 2 soirs cette année, donc j'ai pas eu non plus l'occasion d'aller trop sur le des transmusicales, puisque mon métier veut aussi que je me précipite plutôt à aller voir les découvertes du off des transmusicales, des bars en trans. C'est une sorte de révision, je trouve, assez générale pour nous, d'artistes qu'on a pu voir sur des festivals ou sur des petites salles de concert tout au long de l'année, mais il y a aussi des découvertes. Donc je me suis plutôt dirigé vers les bars en trans cette année. Avec de bonnes découvertes? Avec de bonnes découvertes, des bonnes confirmations aussi. Enfin, moi, il y a des artistes que j'aime beaucoup, comme Christine and the Queens par exemple, Hall, La Femme, qu'on avait déjà vu et qu'on revoit ici. Ça m'a permis aussi de voir quelques artistes que je n'avais pas eu l'occasion de voir sur Paris, parce que c'est parmi leurs premiers concerts, ou parce que je n'avais pas eu l'occasion en tout cas de les voir. Donc c'est voilà, une sorte de grande révision de l'année, et parfois des confirmations ou des découvertes. En tout cas. La Femme visiblement a confirmé sa tenue. Oui, alors La Femme on connaît depuis plus d'1 an, parce que sur la voix de Maxi, effectivement assez enthousiasmant. Ces petits gamins ont une sorte d'énergie survitaminée. C'est à la fois très ludique et très musical. C'est encore assez débridé et il y a plein de choses à faire, mais enfin, moi je sens qu'il y a un vrai potentiel en tout cas. Est-ce que vous pensez que Rennes est toujours une des grandes places d'émergence de talents musicaux? Oui, enfin en tout cas c'est un des pôles de découverte intéressant aujourd'hui, mais au même titre que Nantes, hein, où je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Nantes ces temps-ci, comme ça a été le cas aussi cette année. On a mis à l'honneur Clermont-Ferrand avec les soirées que tu folles quand même. Mais je ne sais pas si Rennes est aujourd'hui une plaque tournante de la scène musicale française. En tout cas, il s'y passe des choses intéressantes. Après, est-ce qu'il y a vraiment un revival de la scène rennaise? Je ne suis pas convaincu. Très bien. Mais il s'y est toujours passé des choses intéressantes. Voilà, il y a toujours des choses à suivre. Quittons la salle rennaise et allons directement sur le marché du disque dans son ensemble en France. Alors, comment va-t-il? Parce que les voix sont parfois un peu contradictoires. On ne peut pas dire que ça va bien, hein, forcément. Alors après, qu'est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle du marché du disque pour quels acteurs du marché? Est-ce qu'on parle pour les labels? Est-ce qu'on parle pour les majors? Est-ce qu'on parle pour les indépendants? Est-ce qu'on parle pour les artistes? Commençons par les majors. Alors pour les majors, je pense que c'est elles qui subissent, on va dire... de plein fouet. De plein fouet, mais aussi peut-être... tout le monde subit de plein fouet cette crise. Hein, chacun n'a pas les mêmes réponses, en tout cas, à cette crise. Les labels indépendants aujourd'hui sont dans une logique extrêmement naturelle et pragmatique, qui est effectivement de se dire qu'il y a d'autres revenus que les revenus du disque. Et un indépendant aujourd'hui va s'atteler à faire ce qu'on appelle le 360, c'est-à-dire avoir les éditions, avoir la tournée, avoir éventuellement le management, avoir le merch et avoir aussi un certain nombre de produits dérivés qui permet effectivement de cumuler suffisamment de revenus pour être viable à un niveau économique, on va dire, modeste et artisanal. On parle de la mort du disque en tant que support. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas d'accord. J'y crois pas. Alors évidemment, il va y avoir une désaffection progressive, je pense, du public sur le support, parce qu'aujourd'hui on a des moyens extrêmement qui ont été mis en place. Sont-ils pertinents ou pas? C'est pas le sujet, mais en tout cas aujourd'hui, bon, de toute façon tout le monde sait qu'il y a des matérialisations du support, donc on peut aussi acheter ses disques en digital, ça j'apprends rien à personne. On peut aussi avoir une sorte de radio en streaming avec des sites type Spotify ou Deezer qui permettent effectivement d'être au courant de l'actualité et de pouvoir écouter, comme bon le semble, un certain nombre de... Hein, on ne peut pas dire qu'il y a la totalité du répertoire. Hein. Il y a des indépendants qui ont décidé par exemple de ne pas se mettre sur les sites de streaming, parce que voilà, mais en gros l'essentiel des majors l'ont fait, hein, même si aujourd'hui on a plus un problème avec Deezer qu'avec Spotify. Mais la dématérialisation des supports, j'y crois pas, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il y a encore des gens qui ont envie d'avoir un objet physique. Ça continue à être le cas. Enfin, bon, malgré tout, malgré la sinistrose ambiante dont on parle, il y a encore des ventes de disques. Hein. Mais est-ce que le disque comme support n'est pas condamné à devenir une sorte d'objet de luxe?
C'est-à-dire avec des marges beaucoup plus importantes, des prix beaucoup plus importants, une édition bien plus limitée. On se dessine vers un schéma qui peut être sensiblement ça, mais qui va être plutôt un schéma à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que je pense que, là je dis demain ou après-demain, on pourra considérer qu'effectivement le marché des disques physiques se sera effondré, que les labels tireront d'autres revenus que des revenus des supports physiques. Cela étant, il y aura toujours une volonté de faire des projets dits de luxe, c'est-à-dire des éditions, des coffrets, des éditions limitées pour les vrais fans, qui sont contents d'avoir un objet qui peut être aussi un objet de cadeau, hein, aujourd'hui, qui peut être même en direct consumer, en D2C, qui peuvent être vendus directement sans passer par un réseau de distribution. Aujourd'hui, on voit que sur certains artistes phares, sur lesquels il y a une base, en tout cas, de fans assez importante, on peut véhiculer jusqu'à 4 supports, je dirais... un halo, quoi. Ouais, voilà, 4 supports, du méga coffret qui est vendu à 150 €, à l'édition limitée qui sera vendue à 28 € en magasin, à une édition standard et une édition un peu plus cheap après, pour les gens qui ont envie d'avoir l'objet, pour un disque vendu à 7 €. Vous parlez de Spotify, Spotify c'est la mort d'iTunes. À partir du moment où effectivement des gens vont s'atteler à payer un abonnement type Spotify Premium, hein, puisqu'on peut toujours écouter aussi du Spotify gratuit, mais en étant un petit peu malheureusement condamné à avoir des écrans. Pour info, c'est 10 € par mois. C'est 10 € par mois pour avoir accès à un Spotify Premium, dont d'ailleurs le taux de compression est bien mieux que le taux de compression d'iTunes, ce qui est aussi intéressant. Oui, cela étant, en termes techniques, les taux de compression dans tous les cas, ça c'est un avis personnel, mais c'est Mozart qu'on assassine. Les taux de compression avec le MP3, on perd, les jeunes générations qui écoutent de la musique ne savent plus du tout ce que c'est de la musique, parce que c'est évident. Mais par rapport à du FLAC ou à... Mais c'est mieux. Oui, Spotify est mieux. Je dirais que c'est moins pire peut-être. C'est moins pire. Oui, mais après iTunes aussi, forcément, je pense qu'ils ont en tête de développer aussi un modèle de stream, hein, de toute façon, par abonnement. Et bon, aujourd'hui, est-ce que dans l'esprit des gens, mettre 10 € par mois, ça sera quelque chose comme quand on paye un abonnement pour Canal+, ou un abonnement pour Free, ou un abonnement pour son téléphone? Pourquoi pas? Vous allez sur des choses bien plus rigolo, bien plus léger, en vous disant, ah bah ouais, en temps de crise, il faut des trucs plus légers, ou non, ou ça n'a rien changé? Bon, de toute façon, on signe un artiste parce on pense, bon, déjà, enfin, moi, le premier, enfin, je parle en mon nom, moi, quand je signe un artiste, il faut que j'aime le projet. Il faut que j'ai les gens que j'ai en face de moi, j'ai envie de défendre leur projet avec eux, de pouvoir leur parler tous les jours sans avoir à me dire, putain, je suis en train de travailler un album de merde. Donc, il faut vraiment que j'aime le projet. Donc, à partir du moment où je l'aime, il faut après qu'il y ait une deuxième étape qui me dise, est-ce que ça a un sens commercial pour nous de le faire? Aujourd'hui, il y a plein de projets que je trouve extrêmement ambitieux, formidables, mais où ça n'a pas de sens commercial pour nous. Après, si je reprends le sens de ta question, oui, je pense qu'aujourd'hui, je doute qu'on est plutôt on voit que les choses un petit peu hédonistes sont les projets qui marchent le mieux. Dernière question, comment augurez-vous l'année 2012, sachant que vous avez dans votre carrière signé pas mal de très bons groupes, comment ça se passe? Là, je suis en train de générer de nouvelles signatures dont j'ai bon espoir. C'est pas évident, enfin, ça prend un temps de plus en plus long à installer dans le paysage un artiste. Donc, on a de plus en plus tendance à faire un petit peu une sorte de laboratoire de développement. Moi, je parle toujours de la poule qui est assise sur ses œufs et qui couve. Et là, je parle de notre service artistique, pour amener le projet avec l'aide du management, avec l'aide du tourneur, avec l'aide de l'éditeur. Un peu une pépinière, comme on a dans les pépinières d'entreprise, d'essayer de faire monter des... L'artistique, c'est toujours été la recherche et le développement des labels. Mais plus que jamais, on est obligé d'accompagner les projets assez loin pour pouvoir les travailler après de manière classique, par la force de frappe d'un label. Mais les retombées financières prennent plus de temps. C'est pas vraiment un souci. Bon, d'accord. On n'a pas vraiment, nous en tout cas, un problème de trésorerie. Ouais, vous n'avez pas de problème de trésorerie, mais... Moi, je préfère qu'on sorte un album quand le pain sort du four, plutôt que d'arriver à quelque chose qui est mi-cuit et où après c'est très difficile, quand on a fait la vraie sortie de ce disque, de pouvoir réactiver une deuxième étape de développement marketing alors qu'on a planté la sortie. Donc il vaut mieux préparer le terrain,
amener le projet à maturité et le lâcher au bon moment. Donc ça prend de plus en plus de temps. Donc il y a des artistes qu'on signe aujourd'hui et qui ne verront peut-être pas le jour avant 2013. Bien, sur cette belle métaphore boulangère, Sylvain Taillé, Univers vous remercie.